Très chers investisseurs en bourse, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sein de laquelle on va à nouveau s'intéresser à l'entreprise Wirecard. Donc aujourd'hui, on sait que l'entreprise Wirecard a déposé le bilan. Donc le but de la vidéo du jour, ce ne sera pas d'analyser les raisons pour lesquelles l'entreprise a déposé le bilan. Je vais rapidement recontextualiser les choses, mais aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui peut se passer pour les actionnaires de Wirecard, qu'est-ce que les actionnaires actuels de Wirecard peuvent escompter récupérer de leur investissement, et je vais aussi rappeler quelques faits généraux en ce qui concerne le paiement des différentes parties prenantes d'une entreprise en cas de liquidation judiciaire. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je recontextualise rapidement les choses. Wirecard, c'est une société allemande qui jusqu'alors était cotée dans l'indice boursier DAX 30, c'est l'équivalent du CAC 40 en France. C'est une société de forte croissance qui a connu durant ces dernières années une croissance considérable, et c'est une société dont le business model consiste à se commissionner sur des transactions bancaires qu'elle sécurise, tout simplement. Donc, je rappelle rapidement les faits. Il y a un peu plus d'une semaine, Wirecard devait publier ses comptes, ses résultats annuels concernant l'exercice 2019. La publication devait avoir lieu le jeudi 18 juin. Elle n'a pas eu lieu, et je rappelle une chose, c'est que c'était déjà le 4e report de publication des résultats. La publication n'avait pas pu avoir lieu parce que les comptes n'avaient pas pu être certifiés, et des soldes de trésorerie à hauteur de 1,9 milliard d'euros dans le bilan consolidé du groupe Wirecard n'étaient pas certifiables. Ce qui représente un quart du bilan consolidé du groupe, ce qui est très important. Et donc, suite à cet énième report de publication de résultats, le jeudi 18 juin, le cours boursier de Wirecard s'est effondré et a perdu 65% de sa valeur. Et depuis, l'action qui était encore cotée à un peu plus de 100 euros il y a un peu plus d'une semaine, vaut désormais 1,28 € et va bientôt devenir a priori une penny stock, c'est-à-dire une société dont l'action est cotée moins de 1 euro. Donc aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo tout simplement comment vont être mangés, je dirais entre guillemets, les actionnaires de cette entreprise, et qu'est-ce qui peut se produire désormais. Donc on va tout de suite passer au diaporama que je vous ai préparé pour la circonstance. Donc, je rappelle rapidement les faits. Janvier 2019, le très célèbre journal britannique, le Financial Times, lance des alertes concernant la fiabilité des comptes de Wirecard. Et la BaFin, qui est l'équivalent de l'AMF en France, la BaFin, c'est le régulateur des marchés boursiers en Allemagne, dément les propos du Financial Times. Donc, ça, c'est déjà une première indication, un premier problème qui avait été soulevé déjà début 2019. Début 2020, le cabinet d'audit KPMG émet des doutes concernant la fiabilité des comptes de Wirecard. Donc, je précise une chose, KPMG fait partie des grands cabinets d'audit internationaux. On compte également Deloitte, Ernst Young, KPMG, et il y en a un quatrième qui est très connu, dont le nom m'échappe. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que KPMG est un cabinet d'audit très fiable et reconnu à l'international, et ce cabinet d'audit a émis des forts doutes sur la fiabilité des comptes de Wirecard. Donc, on a le Financial Times et le cabinet d'audit KPMG qui se montrent extrêmement dubitatifs vis-à-vis des comptes de l'entreprise, ce qui pose déjà un gros problème début 2020. Donc, déjà, les ennuis s'accumulent, et le 18 juin 2020, le titre plonge suite à la non-certification d'un quart du bilan de l'exercice 2019. La publication des résultats annuels 2019, qui devait avoir lieu le 18 juin, n'a pas pu avoir lieu parce qu'un quart du bilan n'a pas pu être certifié. Et je précise que cette publication des résultats avait déjà été reportée. Il s'agissait du 4e report de publication. Et a priori, lorsqu'on a connu l'information, 1,9 milliard d'euros de solde de trésorerie semblait ne pas du tout exister, ce qui représentait un quart du bilan. Et je précise que c'était le cabinet d'audit Ernst Young qui était chargé de la certification des comptes de l'entreprise.
Le lendemain, le 19 juin 2020, le directeur général et le CEO de Wirecard sont évincés de l'entreprise. Les doutes continuent de s'accumuler concernant déjà la fiabilité des comptes de l'entreprise. Il y a une quasi-certitude sur la fraude concernant les 1,9 milliard d'euros de trous dans la trésorerie. Et il y a également des doutes qui s'accumulent sur la fiabilité des audits des années précédentes du cabinet Ernst Young, qui était le cabinet d'audit de Wirecard depuis 2011. Le lundi 23 juin 2020, donc CEO, l'ex-PDG de Wirecard, Marcus Braun, est arrêté suite à un mandat d'arrêt émis par le parquet de Munich et la fraude semble se confirmer. Il y a une quasi-certitude sur l'inexistence des 1,9 milliard d'euros de solde de trésorerie inscrits au bilan. Le mercredi 25 juin 2020, le directoire de Wirecard décide de déposer le bilan et l'entreprise se déclare insolvable. Donc, il y a quelque chose d'intéressant. Ici, ce ne sont pas les banques créancières qui ont mené Wirecard à la faillite, mais c'est Wirecard, l'entreprise d'elle-même, qui a décidé unilatéralement de déposer le bilan, entraînant par la même occasion dans sa chute les banques créancières, en partie du moins les banques créancières. Et donc, à ce jour, la fraude se confirme. La grande question maintenant, c'est quelle est la suite? What's next? Qu'est-ce qu'on peut espérer voir se produire tout simplement en ce qui concerne l'entreprise Wirecard? Est-ce qu'un redressement est possible? Est-ce que la faillite peut être évitée? Et qu'est-ce que peuvent espérer obtenir éventuellement les actionnaires, à la fois en cas de faillite et en cas de redressement? Donc je l'ai dit, l'entreprise a décidé de déposer le bilan. Mais que se passe-t-il après? Donc là, je vais faire quelques rappels juridiques, évidemment sans rentrer dans le détail. Sachez qu'en droit allemand, lors d'un dépôt de bilan, le législateur a prévu des mesures qui visent à alléger la procédure de redressement judiciaire d'une entreprise. Donc, lorsqu'une entreprise allemande entame une procédure de redressement, je précise qu'une procédure de redressement a lieu, en l'occurrence, après un dépôt de bilan. Mais la procédure de redressement, comme on va le voir par la suite, n'est pas toujours envisageable. En tout cas, lorsqu'une entreprise allemande entame une procédure de redressement, primo, les créanciers ont la possibilité d'influencer sur les décisions de l'administrateur judiciaire. On va voir par la suite pourquoi il y a un administrateur judiciaire et comment il est désigné. Et secondo, la procédure appelée écran de protection, donc en allemand on parle de Schutzschirmverfahren. Vous m'excuserez pour ma prononciation. Eh bien, cette procédure, Schutzschirmverfahren, peut être mise en place. Et il s'agit d'une procédure mise en œuvre après le dépôt de bilan, donc, et qui vise à protéger l'entreprise concernée, et en l'occurrence, par, in fine, à protéger l'emploi et à maintenir l'emploi. Et donc, cette fameuse Schutzschirmverfahren, on va en parler. Cette procédure que je vais désormais appeler écran de protection, tout simplement, c'est quoi? Eh bien, l'entreprise en dépôt de bilan, grâce à cette procédure écran de protection, elle a la possibilité de présenter au tribunal d'instance concernée un plan de redressement qui doit être réalisé sous un délai de 3 mois et sous le contrôle d'un administrateur provisoire. L'objectif, c'est d'assouplir temporairement les contraintes qui pèsent sur l'entreprise afin de trouver au plus rapidement, au plus vite des solutions pour redresser l'entreprise et sauvegarder l'emploi. Durant la procédure, toutes les poursuites individuelles des créanciers, elles sont momentanément interrompues. Donc, juste après, dans quelques instants, je vais vous parler de cette procédure, dans quelles circonstances elle peut être mise en place, et vous allez mieux comprendre pourquoi il y a un administrateur provisoire. Et pourquoi en fait on assouplit les contraintes, pourquoi on gèle les poursuites individuelles. Évidemment, vous l'aurez compris, le but c'est d'assouplir les contraintes de l'entreprise pendant qu'elle tente de trouver une solution pour se redresser. C'est aussi dans l'intérêt des créanciers. Donc, pour que cette procédure écran de protection soit mise en place, il y a deux choses qui doivent impérativement, il y a deux conditions cumulatives qui doivent être validées. Alors, la première, je précise, juste après, dans quelques instants, on va voir si, dans le cas de Wirecard, cette procédure écran de protection peut être envisagée. Donc,
Pour que cette procédure soit mise en place, il faut d'une part que l'entreprise ne soit pas en état de cessation de paiement, et d'autre part que que le redressement puisse être envisageable et réalisable. La procédure écran de protection, c'est l'équivalent français de la procédure de sauvegarde. Dans tous les cas, ces procédures sont mises en place, que ce soit en Allemagne ou en France, dans le cadre d'entreprises en difficulté financière. Et quoi qu'il en soit, l'entreprise concernée, et je le précise, elle ne doit pas être en situation de cessation de paiement pour pouvoir, entre guillemets, bénéficier de cette procédure. Donc, c'est le tribunal concerné qui accepte ou refuse la mise en place de cette procédure. Et si elle est acceptée, il y a donc le fameux administrateur provisoire qui est désigné. Autre chose, les poursuites sont interdites, comme je l'ai évoqué, du moins elles sont suspendues durant la procédure. Je rappelle, les entreprises ont 3 mois pour présenter un plan de redressement et le tribunal détermine une date limite pour la remise du plan de redressement et fixe les mesures conservatoires. Donc, dans le cas de Wirecard, qu'est-ce qu'on peut extrapoler, je dirais? Alors, le directoire de Wirecard a déposé le bilan. C'est l'entreprise d'elle-même qui s'est déclarée insolvable et qui a déposé le bilan. Une procédure d'insolvabilité a été ouverte. Donc, a priori, envisager une procédure de redressement, ça risque d'être compliqué puisqu'on peut vraiment penser que Wirecard est en situation de cessation de paiement. La fraude sur les comptes de Wirecard pourrait avoir été mise en place justement en raison de problèmes déjà préexistants de solvabilité. Et donc le redressement, selon moi, et ça je le dis à titre personnel, c'est mon humble avis, je vous invite vraiment à vous faire votre propre opinion. Et les choses évoluent très vite en ce moment en ce qui concerne cette entreprise. Mais selon moi, le redressement est inenvisageable. Et selon moi, a priori, l'entreprise est en situation de cessation de paiement. Alors évidemment, le problème, c'est que les états financiers de Wirecard qui émanent du groupe sont a priori partiellement factices. Donc, on ne peut pas tellement se baser sur les rapports financiers pour pouvoir avoir un bon jugement, puisqu'a priori, ils auraient été manipulés comptablement. Et donc, le tribunal d'instance, à mon avis, n'acceptera pas l'ouverture d'une procédure écran de protection vis-à-vis de Wirecard. Je rappelle, c'est le tribunal qui accepte ou refuse la mise en place de cette procédure. Et pour que cette procédure soit mise en place, il faut que l'entreprise ne soit pas en état de cessation de paiement et que le redressement soit envisageable et réalisable. Donc, maintenant, si l'entreprise ne peut pas bénéficier de cette procédure, et si le dépôt de bilan est suivi d'une faillite de Wirecard, qu'est-ce que vont récupérer les actionnaires? Alors, il faut bien comprendre une chose. Généralement, enfin, c'est dans la plupart des pays en tout cas, et c'est vrai en France, aussi bien en France qu'en Allemagne en l'occurrence, les actionnaires sont les derniers, je dirais pas créanciers, parce que les actionnaires ne sont pas tellement des créanciers, mais parmi les parties prenantes à rembourser, entre guillemets, les actionnaires sont les derniers de la liste, sont les bons derniers de la liste. En cas de liquidation judiciaire d'une société de capitaux, donc d'une société dont le capital est constitué d'actions, comme les AG en Allemagne, les Aktiengesellschaft, les sociétés en commodité par action en France, les sociétés anonymes en France, etc. Les actionnaires constituent la dernière partie prenante remboursée. Et donc, remboursée entre guillemets, puisque l'entreprise ne doit pas rembourser les actionnaires. C'est pour ça que je mets des parenthèses. Je rappelle une chose, lorsqu'une entreprise qui est dite en cessation de paiement, c'est une entreprise qui est dans l'incapacité de faire face au passif exigible grâce à son actif disponible. Donc, autrement dit, c'est une entreprise qui n'est pas capable de rembourser, en l'occurrence dans le cas de Wirecard, toutes ses dettes grâce à la liquidation de tous ses actifs, je dirais, disponibles, donc relativement liquides. En fin de vidéo, je vous ferai un rappel rapidement sur ce point. Autre rappel, lors d'une procédure de liquidation judiciaire, l'objectif c'est d'apurer, et non pas d'épurer, je précise, d'apurer le passif en réalisant l'actif, c'est-à-dire en cédant les actifs, dans l'objectif de régler la dette. Et la liquidation de l'ensemble de l'actif de l'entreprise intervient donc lors de la liquidation judiciaire. Et s'il ne reste rien, il faut bien comprendre une chose, l'actionnaire ne touche rien.
Et donc dans la slide qui va suivre, je vais vous montrer la chronologie, enfin dans quel ordre sont remboursées les différentes parties prenantes. Et évidemment, il est également possible que lors d'une liquidation judiciaire, l'entreprise ait encore des dettes malgré la liquidation de l'intégralité de son actif. Bien évidemment, dans ce cas-ci, l'actionnaire ne touche absolument rien. L'actionnaire ne touche quelque chose que lorsqu'il reste quelque chose une fois l'intégralité de la dette remboursée. Donc, lorsqu'une liquidation judiciaire intervient, les actionnaires, comme j'ai dit, sont les derniers à être payés, s'il reste quelque chose, bien évidemment, et le remboursement s'effectue dans l'ordre chronologique suivant, par ordre décroissant de priorité. En premier lieu, c'est les impôts qui sont honorés et les salaires qui sont payés. Ensuite, il y a les dettes fournisseurs qui sont réglées, les banques qui sont remboursées et les créanciers obligataires qui sont également remboursés. Et enfin, s'il reste quelque chose suite au remboursement entre guillemets de toutes ces parties prenantes, les actionnaires peuvent escompter obtenir quelque chose. Malheureusement, dans un grand nombre de cas, dans la majorité des cas, pour simplifier, les actionnaires ne touchent rien en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise. Car souvent, en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise, l'entreprise croule sous les dettes et ne parvient même pas à rembourser l'intégralité de sa dette grâce à la cession de l'intégralité de ses actifs. Et donc, lorsqu'il reste, donc c'est dans des cas idéaux, je dirais, c'est vraiment une situation idéale, mais lorsqu'il reste quelque chose à la suite du remboursement de toutes les parties prenantes, les actionnaires se partagent ce qu'on appelle le boni de liquidation. C'est ce qui reste globalement une fois que toute la dette a été remboursée. Malheureusement, comme je l'ai dit, souvent ce boni de liquidation n'existe pas. On constate à l'inverse un mali de liquidation. C'est-à-dire qu'il reste quelque chose à payer de la part de l'entreprise. Et donc évidemment, l'existence d'un boni de liquidation, elle est conditionnée au fait qu'il subsiste un excédent financier suite à l'apurement du passif via la vente des actifs, la cession des actifs, lors de la dissolution de l'entreprise. Et donc maintenant, si on se recentre sur le cas de Wirecard, déjà il y a un gros problème au niveau du bilan de l'entreprise puisqu'il est déséquilibré. Vous le savez, en comptabilité, la règle de base, c'est que le bilan est équilibré, l'intégralité de l'actif est équivalent à l'intégralité du passif. En réalité, il y a un déséquilibre bilanciel considérable dans le cas de Wirecard, qui est engendré par le fameux trou de 1,9 milliard d'euros dans la trésorerie du groupe. Et ce déséquilibre bilanciel, selon moi, il entraîne a priori de facto l'inexistence d'un quelconque boni de liquidation. Et selon moi, en cas de liquidation de l'entreprise et de faillite de l'entreprise, eh bien, il y aura tout simplement, en cas de dissolution de l'entreprise, il y aura un mali de liquidation. Et donc maintenant, la question, finalement, c'est de savoir combien valent les actifs de Wirecard. Alors, petite précision, avec le développement des normes IFRS, des normes comptables IFRS, désormais, dans le bilan des entreprises, alors peut-être pas aux États-Unis, mais en tout cas en Europe, tout ce qui est inscrit au bilan des entreprises est inscrit à la valeur de marché et non plus à la valeur d'acquisition. C'est une petite précision que je vous donne pour que vous compreniez un peu mieux comment sont valorisés les actifs et les passifs présents dans le bilan comptable d'une entreprise. Donc la question, c'est de savoir maintenant combien valent les actifs de Wirecard afin de couvrir la dette de l'entreprise. En l'occurrence, Wirecard, c'est une société de services. Donc, elle dispose très probablement principalement d'actifs incorporels, comme des licences et des logiciels. Mais selon moi, et encore une fois, c'est mon avis personnel, je tiens à le préciser, selon moi, Wirecard dispose de trop peu d'actifs en termes de valeur de marché pour couvrir l'intégralité de la dette exigible. Et donc, trop peu, évidemment, par transitivité, pour permettre aux actionnaires d'espérer se partager un quelconque boni de liquidation. Et les comptes étant frauduleux,
il est très difficile, tout simplement impossible, de déterminer la valeur exacte de marché des actifs de Wirecard. J'ai essayé de le faire, mais j'ai décidé de ne pas vous présenter mes conclusions dans la vidéo. Mes conclusions, c'est que il n'y aura pas de boni de liquidation, mais encore une fois, les comptes étant frauduleux, on ne peut pas se baser sur l'analyse de ces comptes. Et donc, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo globalement. Donc maintenant, la grande question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer désormais. Est-ce que le tribunal d'instance va éventuellement accepter que Wirecard procède à une Schutzschirm vers Verfahren, c'est-à-dire une procédure écran de protection? Est-ce que l'entreprise va être en mesure d'établir un plan de redressement? Donc, c'est-à-dire, est-ce que l'entreprise, finalement, peut le faire, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas en état de cessation de paiement et que le redressement soit envisageable et réalisable? Auquel cas, il y a deux possibilités. Si un plan de redressement est envisagé, eh bien, l'action Wirecard va continuer d'être cotée en bourse et peut-être potentiellement, mais c'est très difficile à dire, le cours boursier au bout de plusieurs années va progressivement repartir à la hausse. Mais encore une fois, ce scandale financier sans précédent entraîne sûrement une fuite des clients de Wirecard qui viennent encore aggraver la situation. Donc si l'entreprise peut se redresser dans ce cas, l'action continuera d'être cotée en bourse et potentiellement au bout de plusieurs années, le cours boursier va repartir à nouveau à la hausse selon un taux de croissance intéressant. Probablement que dans ce cas, il y aura des augmentations de capital malgré un cours boursier très faible qui vont avoir lieu pour resolvabiliser le groupe. C'est une hypothèse à envisager. Dans ce cas, avoir des actions Wirecard en portefeuille, ça peut être intéressant, mais selon moi, cette possibilité, cette issue, elle est extrêmement peu probable. Et donc pour moi, la situation la plus probable, malheureusement, c'est que eh bien, le tribunal d'instance, en l'occurrence, n'accepte pas, refuse tout simplement pour Wirecard une procédure écran de protection. Il est probable aussi que Wirecard refuse de procéder à un plan de redressement en raison de complexité trop importante et de difficultés financières trop lourdes. Et donc, selon moi, un plan de redressement est très difficile à envisager en l'occurrence. Et selon moi, je ne sais pas dans combien de temps ça interviendra, mais selon moi, il est très probable que l'entreprise Wirecard, suite à son dépôt de bilan, fasse rapidement faillite. Je ne pourrais absolument pas vous dire si ça interviendra dans les semaines ou dans les mois à venir. Et donc, au terme de cette faillite, de cette dissolution de société, de cette liquidation judiciaire, eh bien, il n'y aura selon moi aucun boni de liquidation, les actionnaires ne récupéreront rien et la société sera tout simplement radiée de la cote. Et une fois que le comité d'experts de l'indice boursier DAX 30, qui se réunit, si je ne me trompe pas, trimestriellement, comme le comité d'experts du CAC 40, une fois que ce comité d'experts du DAX 30 sera réuni, eh bien, une nouvelle valeur de la cote va remplacer Wirecard dans l'indice DAX 30 et Wirecard disparaîtra définitivement malheureusement de la cote allemande et même de tous les registres des sociétés en Allemagne. Et une autre possibilité qu'on peut également penser, possible en tout cas, je dirais pas probable, c'est que l'entreprise se fasse racheter par un concurrent. C'est pas un scénario impossible, mais en tout cas, c'est pas un scénario que je juge très probable. Pour moi, aujourd'hui, le scénario le plus probable, c'est que l'entreprise fasse tout bonnement faillite et qu'elle soit radiée de la cote et que les actionnaires ne récupèrent rien suite à la liquidation judiciaire de l'entreprise. Je vous ai dit tout à l'heure que je vous donnerais quelques précisions également sur la liquidation judiciaire d'une entreprise. Alors, donc, je vais tout de suite... Alors, voilà, sur la cessation de paiement, pardon. J'ai fait une erreur. La cessation de paiement, elle intervient lorsque l'entreprise est dans l'incapacité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Eh bien, la cessation de paiement, ça signifie la différence négative entre le passif exigible et l'actif disponible. Et donc, l'idée, c'est que dans ce cas, on considère seulement des actifs qui sont liquides. Donc, on considère le degré de liquidité. Les actifs illiquides ne rentrent pas dans le calcul
de la cessation de paiement. Je rappelle, c'est la différence entre le passif exigible et l'actif disponible. Et l'actif exigible, c'est bien évidemment toutes les dettes exigibles. Et bien évidemment, si les actifs de l'entreprise sont illiquides, l'entreprise devra les brader pour les céder afin de rembourser rapidement ses créanciers. Et donc, nécessairement, ça entraîne encore plus de complications dans la procédure dans la récupération, dans le remboursement de la dette. Donc écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Le but de cette vidéo, ça a été de vous ouvrir les yeux sur les issues probables désormais en ce qui concerne cette je dirais, j'ose l'appeler désormais, ex-fintech allemande, star de la cote. Et donc, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, en l'occurrence également, posez-les-moi dans les commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec grand plaisir. Puis comme d'habitude, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si le contenu vous plaît et vous intéresse. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.